Bienvenue dans ce nouveau podcast Mémo Histoire. Dans celui-ci, nous allons nous intéresser à la leçon introductive du programme d'histoire de 3e. Cette leçon qui porte sur les grandes innovations scientifiques et technologiques qui ont émaillé le XXe siècle. Et elles sont extrêmement nombreuses et ces innovations ont tendance à se multiplier au fur et à mesure que l'on avance dans le XXe siècle, qui a été un formidable accélérateur de progrès et qui a profondément bouleversé le mode de vie des sociétés occidentales. Il s'agit à la fois d'évoquer certaines des avancées dans le domaine scientifique et technologique et puis de voir à quel point elles ont remodelé les sociétés occidentales. Alors notre exemple est celui de la pénicilline. Pourquoi la pénicilline plus qu'une autre découverte ? Tout simplement parce que on voit très bien au travers de l'histoire de la pénicilline les différentes étapes à la fois de la découverte à son application et puis à l'application à l'échelle industrielle. Et puis ensuite parce que on retrouve un facteur hasard extrêmement important, un facteur hasard qui est un des dénominateurs communs de certaines des grandes découvertes scientifiques de l'humanité. Alors, la découverte de la pénicilline, cela nous ramène en 1928, plus exactement le 3 septembre 1928, à Londres. À ce moment-là, le docteur Alexander Fleming, qui est un homme d'âge respectable, il a à peu près 47 ans, Alexander Fleming est de retour de vacances, il retrouve son laboratoire de St. Mary's Hospital à Londres. C'est un scientifique qui est déjà bien connu à l'époque, en raison d'un certain nombre de découvertes, en raison de ses premières découvertes, et c'est un homme qui a la réputation d'être un chercheur remarquable, mais négligent. Il oublie le plus souvent les cultures sur lesquelles il travaille, et puis son laboratoire est d'habitude en plein désordre. Et les photographies que l'on a de lui dans son laboratoire lui rendent d'ailleurs justice. Elles donnent l'image d'un espace de travail relativement confus où les différentes boîtes de culture, les différents instruments sont mélangés les uns aux autres dans un chaos relativement confus. Donc, après ces grandes vacances, alors qu'il enquête sur les propriétés de bactéries que l'on appelle les staphylocoques, Alexander Fleming remarque que beaucoup des boîtes de pétri qu'il avait laissées ont été contaminées par les souches d'un champignon microscopique qui provient de l'Apaias voisine. Ce champignon microscopique, c'est le Penicillium notatum. Et à l'intérieur des boîtes de culture, il a constitué des espèces de petites colonies cotonneuses d'un blanc verdâtre relativement douteux. Premier réflexe, il les met dans du désinfectant de façon à les nettoyer. Cependant, un visiteur arrive et afin de lui montrer les avancées de son travail, il récupère certaines des boîtes qui n'ont pas été complètement trempées et c'est là qu'il fait une découverte relativement étonnante qui va avoir un impact extrêmement important sur la suite et sur l'histoire de la médecine. Il remarque que dans les petites boîtes de pétri, autour d'un champignon, une zone s'est développée sans bactéries. Ou plutôt, je reformule, il y a une zone où les bactéries ne se sont pas développées. Intrigué, il va isoler un extrait de la moisissure, l'identifie comme appartenant à la famille du Penicillium notatum, et puis d'ailleurs il appelle à ce moment-là cet agent la pénicilline. Et il émet cette hypothèse tout simplement qu'une substance sécrétée par le champignon est responsable de cette absence de bactéries, et responsable de cette absence de staphylocoques. Comme tout bon scientifique, l'année suivante, Alexander Fleming publie le compte-rendu de sa découverte, mais à ce moment-là, il ne mesure pas encore sa portée. En fait, il rencontre de grandes difficultés lorsqu'il poursuit ses recherches pour la culture du pénicillium. Et quand il arrive à cultiver le pénicillium, il a encore des difficultés à en extraire la pénicilline, d'où en fait l'impression que la pénicilline n'a guère d'importance. Tout d'abord, son action lui semble relativement lente, et puis les difficultés qu'il a pour en produire en grande quantité achèvent de le convaincre. Donc en fait, pendant à peu près une dizaine d'années, la pénicilline ne va servir qu'à isoler en laboratoire certaines bactéries qui seules résistent à son action. Pour passer à l'étape suivante de l'histoire de la pénicilline, pour passer de la découverte à la découverte de son application, il faut attendre 1936 et un autre personnage, un autre scientifique, qui est Sir Howard Walter Florey. C'est un professeur de pathologie à Oxford, une fois encore en Angleterre. Et Walter Florey engage un biochimiste allemand d'une trentaine d'années qui a fui le nazisme, à savoir Ernst Boris Chain.
le nazisme s'est développé dans les années 30 en Allemagne. En 1933, Hitler est devenu chancelier, ce qui a entraîné le départ, l'exil de certaines personnes, de certaines personnalités, notamment du monde scientifique. Ernst Boris Chain en fait partie. Et tous deux ont lu certains articles d'Alexander Fleming sur les effets antibactériens de la moisissure Penicillium notatum, et ils saisissent rapidement tout l'intérêt de la pénicilline pour la santé humaine. Donc une équipe de chercheurs se met au travail et travaille avec un objectif, produire à grande échelle la moisissure et puis extraire l'ingrédient actif de la pénicilline, celui qui empêche le développement des bactéries. L'équipe entreprend de purifier la pénicilline, et puis en 1940, finalement, l'équipe réussit à en produire à peu près 100 mg. Alors ça paraît relativement peu, mais dans tous les cas, c'est suffisant pour passer aux expériences sur les êtres vivants. Alors bien entendu, les premières expériences in vivo sont faites sur des animaux de laboratoire, et en 1940, Fleuret injecte une dose mortelle de streptocoque à 8 souris, dont 4 sont traitées par pénicilline. Il y en a 2 qui ont une seule injection de pénicilline, et puis 2 autres qui ont plusieurs injections répétées de pénicilline. Et au bout d'à peine d'une dizaine d'heures, 4 souris décèdent, et les 4 souris à qui on a inoculé la pénicilline survivent miraculeusement. C'est d'ailleurs ce qu'écrit à 3h45 du matin le jeune savant dans son cahier de laboratoire, hein, « It looks like a miracle », ça a l'air d'un miracle. L'équipe publie rapidement les fruits de son travail et cette fabuleuse découverte, mais hélas, nous sommes en 1940 et l'article tombe à plat. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre à ce moment-là est bombardée par l'aviation allemande, elle est sous une menace constante d'invasion, et les industriels, le gouvernement ont d'autres chats à fouetter que lire un article sur les applications de la pénicilline. Nous sommes en plein blitz, et depuis le mois de septembre 1940, l'aviation allemande bombarde sans cesse toutes les grandes villes du sud de l'Angleterre, Coventry, Plymouth, Birmingham, Liverpool, Londres sont régulièrement touchés, et plus de 3 millions, quasiment 4 millions de Britanniques sont d'ailleurs obligés d'évacuer Londres et les principales villes. Nos 2 scientifiques, Walter Fleuret et Boris Chain, sont bien entendu déçus du peu d'écho rencontré par leur découverte. Cependant, ils sont tenaces et décident de passer à l'expérimentation sur l'homme, ce qui leur permet de guérir un adolescent d'une quinzaine d'années. Nouveau succès donc, mais là encore relativement peu d'écho et relativement peu d'intérêt de la part des laboratoires, de l'industrie et des autorités. Ce qui va pousser Fleuret à s'exiler, à s'embarquer pour les États-Unis. Et nous allons passer ici dans la 3e phase de la vie de la pénicilline. Avec Alexander Fleming, nous avons vu la découverte de la pénicilline. Avec Walter Fleuret et Boris Chain, nous avons vu la découverte de son application. Eh bien, Fleuret aux États-Unis, c'est la 3e étape, et c'est l'étape de la production en masse. Fleuret entre en relation avec une usine chimique de Peoria, dans l'Illinois, au nord-est des États-Unis, avec une usine chimique qui est spécialisée dans l'épuration biologique des eaux usées grâce à des bactéries très spécialisées. Il y a d'ailleurs un proverbe relativement amusant et puis adapté à la situation, un proverbe américain qui concerne Peoria et qui dit que si une action réussit à Peoria, elle réussira n'importe où aux États-Unis. Rien n'a été plus vrai, puisque les découvertes faites à Peoria ont trouvé leur application partout dans le monde. Bon, revenons à Peoria, revenons à la pénicilline, revenons à cette fameuse usine chimique. Et là, les scientifiques qui travaillent sur le Penicillium notatum se heurtent au même problème que Alexander Fleming, qui est celui de la production de pénicilline en quantité. Le Penicillium notatum ne semble pas adapté à une production industrielle de la pénicilline. Coup de chance, un jour, et là encore le hasard joue son rôle, une femme arrive au laboratoire de l'usine avec entre les mains un melon qui est recouvert d'une moisissure à l'aspect relativement inhabituel. Les chercheurs identifient rapidement la moisissure, elle a pour nom le Penicillium chrysogenum, et ce Penicillium chrysogenum a la faculté de produire 200 fois plus de pénicilline que le Penicillium notatum. À partir de là, il devient possible de produire de la pénicilline à l'échelle industrielle, et les laboratoires américains comme Merckx,
comme Skip vont pouvoir se lancer les premiers dans l'aventure de la production de la pénicilline à l'échelle industrielle. Et la pénicilline va commencer à ce moment-là à irriguer les populations et les marchés. Nous allons voir dans quelques minutes comment. En attendant un petit extrait des actualités françaises de 1945, vous allez voir dans cet extrait des actualités est évoqué le passage à la production en masse de la pénicilline en France, passage à la production en masse qui est véritablement présenté comme un événement majeur. Au Centre militaire français de préparation de la pénicilline, M. Diethelm, ministre de la Guerre, vient admirer le tour de force accompli par le service de santé qui a installé en 4 mois, dans un garage réquisitionné, un laboratoire modèle. On prépare d'abord le bouillon de culture où se développe la moisissure qui produit la pénicilline. Puis on met ce liquide dans des bouteilles. Celles-ci sont ensuite bouchées au coton, capsulées et stérilisées dans ces autoclaves géants de 6 mètres de long. Après quoi, le bouillon de culture est ensemencé avec des spores de ce champignon microscopique qui sécrète la pénicilline, ce médicament nouveau dont l'action miraculeuse a sauvé tant de vies humaines au cours de cette guerre. Puis, les flacons ensemencés sont placés dans des étuves et là se développera la moisissure bienfaisante. Au bout d'une semaine, le liquide est aussi riche que possible en pénicilline. On le retire des étuves et une seconde opération va avoir lieu, cette fois dans des usines chimiques de Vitry. Il s'agit maintenant d'extraire du liquide la pénicilline elle-même. On y arrive en obtenant des solutions de plus en plus concentrées que l'on dessèche alors à basse température dans le vide. Et l'on obtient enfin une poudre brune qu'il ne restera plus qu'à dissoudre dans l'eau avant de faire les injections. Pour préparer une dose, il a fallu 150 des flacons plats que nous avons vus d'abord. Le centre produit chaque mois 3000 doses. Ce n'est qu'un commencement, mais c'est le témoignage d'une volonté que rien n'arrêtera plus. Une fois produite en masse par les grandes industries pharmaceutiques américaines, la pénicilline est rapidement mise à profit pour guérir les malades victimes de maladies microbiennes ou d'infections. En période de guerre, les soldats, les civils meurent par milliers de diverses infections et nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et des maladies qui avaient jusque-là disparu ressurgissent en raison des pénuries alimentaires, de l'appauvrissement, des problèmes d'hygiène qui accompagnent tout conflit. Et dès 1942, il y a des épidémies de tuberculose, de syphilis, et la pénicilline est entrevue comme le remède miracle. Elle est tout d'abord utilisée sur le front par l'armée américaine pour la lutte contre la gangrène et contre les maladies vénériennes, et puis son emploi s'étend aux populations civiles. Ce produit paraît tellement miraculeux que son utilisation se généralise au Royaume-Uni, à la France, à un point tel que le légendaire Premier ministre anglais Winston Churchill, qui comprend très vite tout l'intérêt d'une substance comme la pénicilline, décide d'en réquisitionner tous les stocks sur le sol anglais et de les consacrer à l'effort de guerre. La pénicilline n'est en fait que le premier membre d'une toute nouvelle famille de médicaments qu'on appelle les antibiotiques. Ce sont des substances chimiques qui sont censées ralentir, empêcher le développement des bactéries, voire les détruire. Et ces antibiotiques, cette pénicilline, participe au sauvetage de très très nombreux blessés sur le front et puis ouvre la voie à la guérison pour de nombreuses maladies comme la tuberculose ou la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible très très contagieuse, avec des effets un peu comparables à ceux du sida, mais une syphilis contre laquelle on n'avait pas de solution à l'époque. On estime actuellement que les antibiotiques qui ont été découverts par inadvertance par Alexander Fleming ont permis de prolonger d'une dizaine d'années à peu près l'espérance de vie des hommes. Et le savant a d'ailleurs été anobli et a reçu en 1945 le prix Nobel de physiologie-médecine avec Chain et Florey. Alors je le disais à l'instant, la pénicilline n'est pas le seul antibiotique
que l'on découvre à l'époque, c'est simplement le premier. En 1943, on découvre aussi la streptomycine, qui permet de lutter contre la tuberculose. En 1945, c'est la tétracycline. Et en 1961, c'est l'ampicilline, qui est un antibiotique qui a des applications contre la gastro-entérite. Leur application industrielle s'échelonne entre 1940 et puis 1963 à peu près. Et ils vont bouleverser profondément la vie des populations dans la mesure où la santé et la qualité de vie des populations s'améliorent. On constate que l'espérance de vie progresse régulièrement à partir de 1900. En 1900, on a une espérance de vie qui est de l'ordre de 45 ans. On dépasse les 75 ans à partir de 1990. Et pour ce qui est de la mortalité infantile, le nombre de décès d'enfants de moins de 1 an, il chute soudainement. On va passer de plus de 150 pour 1000 en 1900 à moins de 10 pour 1000 aux alentours des années 1980. Et cette évolution, il est possible de la relier directement à la découverte et à l'emploi des antibiotiques. Et puis, d'autres progrès médicaux aussi jouent bien entendu. Il y a les premières transplantations, première transplantation de reins, transplantation cardiaque, des vaccins aussi contre la rougeole, contre la rubéole, puis des traitements comme la chimiothérapie joue aussi un rôle. Donc, on a des découvertes ici qui bouleversent profondément les sociétés occidentales et puis qui bouleversent aussi profondément le rôle et le métier de médecin. Et pour terminer, afin que vous saisissiez un peu l'ampleur de ces changements, je vais vous lire un extrait d'un ouvrage de Jean Bernard, qui est un célèbre cancérologue, un extrait d'ouvrage qui a été publié en 1973. Un médecin de 1900, endormi par quelques sortilèges, s'éveille en 1930. Les campagnes et les villes sont transformées avec les tracteurs dans les champs, le téléphone dans les maisons, les automobiles sur les routes et les avions dans le ciel. Mais la médecine a peu changé. Comme 30 ans auparavant, le médecin aide les cœurs fatigués, calme les toux rebelles, fluidifie les expectorations, mais il ne modifie presque jamais le cours des maladies qui, bénignes, guérissent seules, et quand elles sont graves, tuent presque toujours. Un deuxième médecin, assoupi en 1930, est tiré de sa léthargie en 1960. Il ne reconnaît rien. Les méningites aiguës, la méningite tuberculeuse, les tuberculoses aiguës, les infections générales évoluent vers la guérison. Les chirurgiens ouvrent les cœurs et les cerveaux, les sondent, les lampes, les radios, les microscopes, explorent les viscères, les tissus, les cellules et leurs molécules mêmes. Le XXe siècle, on le voit, est donc bien une période majeure d'évolution, d'accélération des progrès, et le XXe siècle marque profondément de son empreinte le mode de vie et la qualité de vie des populations occidentales. Vous pouvez retrouver davantage de contenu, des compléments sur www.memohistoire.fr. Et puis sur ce, je vous dis au revoir et rendez-vous pour un prochain podcast.